Un acre d'arbres peut nourrir davantage qu'un champ de maïs, et personne n'en parle. Des espèces comme le févier d'Amérique, le mesquite et le châtaignier ne sont pas seulement de l'ombre ou du bois de chauffage. Leurs gousses peuvent afficher 12 à 18% de protéines et jusqu'à 35% de sucre, des niveaux comparables au maïs concassé. Un seul févier mature peut laisser tomber 1500 à 2000 livres de gousses par saison, assez pour engraisser des bovins, des chèvres ou des porcs sans acheter de grains. Voici l'argument choc. Avant que les subventions pour le maïs et le soja ne remodèlent l'agriculture, les agriculteurs du monde entier comptaient sur ces arbres. Des essais de l'USDA dans les années 1930 projetaient même le févier comme un remplacement complet des céréales dans les petites fermes. Et dans certaines parties de l'Europe, la finition des ports avec des cultures de fruits forestiers comme les châtaignes est encore aujourd'hui un système haut de gamme. Dans cette vidéo, nous ne faisons pas une visite superficielle. Nous allons décomposer les chiffres réels de rendement, la performance alimentaire selon les espèces, les avantages pour la régénération des sols et l'économie de l'intégration des arbres fourragers dans les systèmes d'élevage modernes. Si vous pensez que les arbres ne sont qu'un décor dans votre pâturage, cela pourrait changer la façon dont vous concevez l'intégralité de votre terrain. Mais ne vous emballez pas trop vite, car les mêmes arbres qui peuvent réduire vos factures d'aliments peuvent aussi gâcher votre pâturage si vous n'en connaissez pas les pièges. Je vous montrerai les deux côtés et les erreurs que les agriculteurs regrettent le plus à la fin. La plupart des gens supposent que nourrir le bétail avec des arbres est une nouvelle tendance de la permaculture, mais les agriculteurs le font depuis des siècles. Les premiers colons américains comptaient sur les gousses de févier et de mesquite pour faire traverser au bétail les hivers difficiles. Les communautés autochtones faisaient de même, non seulement comme nourriture d'urgence, mais comme un système fiable intégré dans leur cycle saisonnier. Traverser l'océan et c'est encore plus clair. En Europe, des économies agricoles entières ont été bâties autour de la production forestière. Les châtaignes et les glands n'étaient pas seulement des encas pour les porcs. Ils étaient le cœur des systèmes de production de viande régionaux. Les célèbres jambons ibériques d'Espagne sont encore engraissés au gland aujourd'hui, car la saveur et la qualité de la graisse sont inégalées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les expéditions de céréales vers la Grande-Bretagne se sont effondrées, les éleveurs ont engraissé les porcs presque exclusivement avec des glands et des châtaignes. Pas de grains importés, pas de soja, juste des arbres portant le système alimentaire à travers la guerre. Alors, que s'est-il passé? Le maïs bon marché et le soja subventionné ont inondé le marché, et les aliments issus des arbres ont disparu de la rotation. Non pas parce qu'ils ne fonctionnaient pas, mais parce qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec les prix des céréales industrielles. Ainsi, si c'est l'économie, et non la biologie, qui a fait disparaître le fourrage arboré, la question évidente est de savoir combien ces arbres produisent réellement. La plupart des agriculteurs pensent que les arbres ne peuvent pas rivaliser avec les cultures en ligne en termes de tonnage pur, mais les chiffres disent le contraire. Un seul févier d'Amérique mature peut laisser tomber 50 à 100 livres de gousses chaque automne. Plantez-les en densité dans un système de sylvopastoralisme et vous visez 4000 à 6000 livres par acre. Et cela avant de prendre en compte ce que le pâturage en dessous produit encore. Le mesquite sauvage au Texas raconte la même histoire. Des peuplements produisent régulièrement 1500 à 3000 livres de gousses par acre. Et lors d'essais de gestion, certaines parcelles ont dépassé les 4000 livres, un aliment comparable au rendement de maïs bas de gamme. Pour mettre cela en perspective, un seul févier mature peut fournir plus de calories qu'un acre d'avoine, et il le fait chaque année sans replantation. Imaginez une vache mangeant un aliment équivalent au grain qui tombe littéralement du ciel. Le maïs nécessite un labour annuel, des semences hybrides, des engrais synthétiques et du diesel. Ces arbres, eux, laissent tomber leur récolte année après année sans un centime de replantation ou d'intrants. Et ce n'est pas nouveau. Comme nous l'avons dit plus tôt, des bulletins de l'USDA des années 1930 ont enregistré des essais de févier où les rendements de gousses étaient projetés pour remplacer totalement les rations de grains pour les petites fermes. À l'époque, les chiffres étaient rentables, mais le maïs bon marché a fait disparaître les recherches dans les archives. À travers les espèces productrices de fruits forestiers,
du févier au mesquite en passant par le châtaignier, on parle de 2000 à 10 000 livres de nourriture par acre, tombant gratuitement chaque automne. C'est une couche de rendement ignorée que la plupart des agriculteurs modernes ne comptent tout simplement pas. Ensuite, abordons leur nutrition réelle. Quand la plupart des gens imaginent le fourrage arboré, ils supposent qu'il est grossier, fibreux et de faible valeur. Mais les profils nutritionnels de ces arbres sont loin de là. Les gousses de févier affichent régulièrement 12 à 18% de protéines et jusqu'à 35% de sucre. Comme nous l'avons dit, c'est essentiellement comme du maïs concassé. Et contrairement au maïs, les fibres des gousses sont hautement digestibles, ce qui les rend sûres pour les bovins, les chèvres et les moutons. Les gousses de mesquite vont encore plus loin. Lors d'essais au Texas, des peuplements matures ont produit des gousses avec une teneur en sucre allant jusqu'à 30%. Pendant des siècles, les communautés autochtones et les premiers colons ont moulu ces gousses en farine, une ration grâce à laquelle les humains et le bétail pouvaient prospérer. Aujourd'hui, la farine de mesquite est encore vendue comme un aliment humain de grande valeur. Mais pour les animaux, c'est une bombe énergétique sous-utilisée. Et les données de performance ne sont pas seulement des anecdotes historiques. Des essais argentins ont révélé que les chèvres finissaient leur croissance 20% plus vite lorsque des gousses de févier étaient ajoutées à leur ration. Les éleveurs là-bas ont remarqué de meilleurs scores de conditions corporelles, un poids de marché atteint plus rapidement et des animaux en meilleure santé avec moins d'aliments achetés. Les éleveurs en Espagne engraissent encore du porc de qualité supérieure entièrement aux châtaignes, une viande qui se vend le double du prix du porc conventionnel en raison de sa saveur. C'est du fourrage arboré qui se transforme littéralement en revenu premium. Vu d'ensemble, ces gousses ne sont pas des rations de survie. Ce sont des aliments à haute énergie et denses en nutriments qui rivalisent avec les grains que les agriculteurs importent actuellement par tonnes et parfois les surpassent. La différence est que ceux-ci tombent du ciel année après année, sans diesel, sans semences, sans facture d'engrais. Comment s'intègrent-ils dans un système régénératif? C'est là que ces arbres fourragers commencent à ressembler moins à une alternative et plus à une stratégie clé, car ils ne fournissent pas seulement des calories, ils recablent réellement l'écologie de votre ferme. Le mesquite, par exemple, ne laisse pas seulement tomber des gousses. En tant que légumineuse, le mesquite fixe environ 50 à 150 livres d'azote par acre et par an. Au prix d'aujourd'hui, cela représente 100 à 150 $ d'engrais provenant d'un arbre qui fournit aussi de la nourriture. L'ombre de ces arbres réduit l'évaporation de 20 à 40% dans les climats chauds. Maintenant, les graminées de saison fraîche vivantes des semaines de plus en été. Leurs racines s'enfoncent de 4 à 6 pieds de profondeur, fracturant les couches de compactage que les plantes annuelles ne peuvent pas atteindre. Et chaque automne, la litière de feuilles ajoute un paillis à libération lente, nourrissant les microbes du sol et bloquant le carbone sous terre. La longévité est ce qui change vraiment le calcul. Vous plantez une fois et le système vous rembourse pendant des décennies. Comparez cela aux céréales annuelles. Semez chaque printemps, pulvérisez chaque été, récoltez chaque automne, puis recommencez tout. Un févier que vous plantez aujourd'hui pourrait encore nourrir le bétail et enrichir le sol en 2075. Et l'empilement de fonctions. Le même arbre vous donne des gousses fourragères, du bois de chauffage, de l'ombre et de la fertilité. Vous pouvez faire paître en dessous, faire des balles de foin autour ou y envoyer des porcs. Plus vous empilez de couches, plus le système devient résilient. Des chercheurs au Royaume-Uni ont découvert que les systèmes de sylvopastoralisme utilisant le févier augmentaient la capacité de charge des pâturages de 40% par rapport aux prairies ouvertes. En d'autres termes, le même acre a supporté 40% de jours animaux supplémentaires simplement grâce aux arbres. Ce n'est pas de la théorie, c'est l'économie de terrain qui rencontre l'écologie. Et peut-être l'avantage le plus négligé, les animaux récoltant leur propre nourriture. Chaque gousse qu'une vache mange directement au sol est une livre de foin que vous n'avez pas eu à couper, presser, transporter ou acheter. C'est moins de diesel, moins de main-d'œuvre et plus de marge bénéficiaire. Avant même de prendre en compte la fertilité du sol que vous accumulez année après année, parlons chiffres.
Prenez 20 féviers matures dispersés dans un pâturage. Ensemble, ils laisseront tomber environ 2000 livres de gousses chaque automne. À l'équivalent actuel du foin, soit environ 250 $ la tonne. C'est 250 à 300 $ de nourriture tombant du ciel, sans facture de semences, sans diesel, sans main-d'œuvre. Maintenant, changez d'échelle. Un acre planté de 100 arbres producteurs de gousses peut donner près de 10 000 livres de gousses par an. Cela représente plus de 1000 $ de valeur fourragère par acre. Et voici l'argument choc. Le maïs peut rapporter le même montant brut, mais après 400 $ de semences, 200 $ d'engrais et d'innombrables passages de diesel, la marge nette est bien plus mince. Les arbres n'ont pas ces frais généraux, et le moment choisi compte. Les gousses tombent à la fin de l'automne, exactement au moment où les réserves de foin s'épuisent et que les factures d'aliments grimpent. Au lieu de signer des chèques pour du grain, vos animaux récoltent des calories qui ont littéralement plu des semaines auparavant. Les agriculteurs voient déjà le retour sur investissement. Un éleveur du Kentucky, engraissant des porcs avec des gousses de févier, a estimé que ses coûts ont chuté de 30% par rapport au maïs. C'est pourquoi les agriculteurs régénérateurs appellent cela la nourriture du ciel. 400 à 600 $ pour établir une rangée. Plus de 1000 $ de valeur fourragère annuelle par acre, une fois en production. C'est une fenêtre de rentabilité de 2 fois après le début de la production. Il ne s'agit pas seulement d'économiser de l'argent. Il s'agit de faire pencher la balance en votre faveur, saison après saison. Voici la partie que la plupart des gens ignorent. Les défis. Car oui, des arbres comme le févier et le mesquite peuvent changer vos factures d'aliments. Mais ils ne sont pas sans problème. D'abord, la génétique compte. Le févier sauvage en Amérique du Nord est envahissant dans les pâturages pour une raison. Des troncs épineux, une production de gousses variable et une propagation par les bovins. Si vous ne sélectionnez pas des cultivars améliorés à gousses sucrées, vous finirez par avoir un cauchemar dans votre pâturage au lieu d'un système d'alimentation. La digestibilité des gousses est un autre problème. Les chèvres et les porcs les mâchent bien, mais les bovins ont souvent besoin de gousses broyées ou de mélange de rations. Sinon, vous perdrez la moitié de la valeur en déchets au sol. C'est là que les systèmes intégrés brillent. Des porcs suivant des bovins peuvent littéralement transformer ces gousses gaspillées en porc. Des éleveurs ont observé des porcs décomposer 15 à 20 livres de gousses par jour, récoltant ce que les bovins laissent derrière eux. Et oui, l'ombre réduit les rendements d'herbe sous les arbres. C'est un compromis. Mais dans les systèmes de sylvopastoralisme, l'espacement et le pâturage tournant peuvent équilibrer cela. Certains essais dans le sud-est ont montré que même après avoir pris en compte la perte de fourrage due à l'ombre, les rangées de févier augmentent la capacité de charge totale du bétail jusqu'à 40%. L'astuce réside dans la conception et non dans la plantation aléatoire d'arbres. Un autre défi est le temps. Ces arbres ne sont pas rentables du jour au lendemain. Vous devrez peut-être attendre 5 à 7 ans avant que les rendements de gousses ne deviennent significatifs. C'est un long délai par rapport à la plantation de maïs. Mais une fois qu'ils atteignent la maturité, vous récoltez pendant des décennies sans replanter. C'est un échange, de la patience à court terme pour une sécurité à long terme. Les chercheurs commencent à réexaminer ces arbres avec un regard neuf. Dans un essai européen, le févier sélectionné a été jugé compétitif par rapport à l'orge et à l'avoine comme source d'énergie. Aux États-Unis, des études de cas récentes sur le sylvopastoralisme ont montré que l'intégration d'arbres fourragés peut réduire les coûts d'achat d'aliments de 20 à 25%, tout en améliorant la capacité de charge. Un essai à la ferme en Virginie a documenté des augmentations de la matière organique du sol de 0,2% par an sous un sylvopastoralisme à base de févier. De petits chiffres, mais significatifs comparés au niveau stagnant ou en déclin des pâturages ouverts voisins. Le changement le plus important n'est pas seulement le rendement, c'est la résilience. Une fois établis, ces systèmes continuent de produire à travers les sécheresses, les coûts d'intrants élevés ou les chocs du marché. Un agriculteur qui plante des arbres fourragés aujourd'hui ne plante pas seulement de la nourriture. Il installe un tampon contre la volatilité que les cultures annuelles ne peuvent égaler. Voici quelque chose que la plupart des gens négligent. Les arbres fourragés ne produisent pas seulement des gousses.
ils produisent de la génétique. Une fois que vous avez quelques féviers à goût sucrés éprouvés ou des châtaigniers à forte production, vous pouvez propager des boutures, des semis ou des greffons. Cela signifie que quelques-uns peuvent se transformer en centaines d'arbres sur votre terrain ou même en un revenu d'appoint en vendant du matériel de plantation. Les agriculteurs des années 1930 utilisaient cela comme culture de rente parallèlement au fourrage, et c'est encore l'un des moyens les plus rapides de multiplier la valeur d'un seul acre. Un acre d'arbres fourragés peut renverser votre économie. Des milliers de livres de gousses tombant gratuitement, du bétail qui engraisse plus vite et des sols qui se reconstruisent pendant que vous dormez. Ces systèmes ont nourri des nations entières avant que le maïs et le soja ne prennent le dessus. Et ils pourraient le faire à nouveau. Alors, voici le défi. Si les châtaignes engraissent encore les porcs en Europe et que le mesquite engraisse encore le bétail au Texas, qu'est-ce qui nous empêche de planter la prochaine génération d'arbres fourragés ici? Les mettriez-vous sur votre terre? Utilisez-vous actuellement l'un d'eux dans votre système? Faites-le moi savoir ci-dessous et partagez ceci avec un agriculteur qui en a assez d'acheter de la nourriture au lieu de la faire pousser. Si cette histoire change votre regard sur les arbres de votre pâturage, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous découvrons l'histoire agricole qui a été presque enterrée par le grain industriel. Plantons ensemble un avenir plus résilient. Le prochain trésor du paysage sera révélé bientôt.